Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier ici chaleureusement mon collègue Kevin Magnéméran de m'avoir invité à participer à ce colloque virtuel sur la technique contractuelle. Mon propos portera sur la rédaction et l'interprétation de la clause de répartition des résultats. La clause de répartition des résultats est stipulée dans un contrat de société, que la société soit immatriculée ou non. Si la société est immatriculée, le contrat de société est constitué par les statuts. La clause de répartition des résultats est donc conclue entre associés dans une société de personnes ou entre actionnaires dans une société de capitaux. Alors, que dit la loi sur cette clause de répartition des résultats ? Le texte de droit commun applicable à la répartition des résultats se trouve contenu à l'article 1844-1 du Code civil qui dispose ce qui suit. 4 règles sont édictées par cet article. La première règle nous dit que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social. Le Code civil précise ensuite que la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. L'article précise encore que les 2 précédentes règles ne s'appliquent qu'en cas d'absence de clause statutaire, puisque la 3e règle nous dit le tout, sauf clause contraire. Enfin, la 4e règle consiste à dire que, toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou encore mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. Par conséquent, l'article 1844-1 du Code civil nous enseigne que toute participation dans le capital social, donc toute part sociale ou toute action, attribuée en contrepartie des apports, donc finalement toute qualité d'associé, confère à l'associé qui la détient un droit personnel sur les futurs résultats dégagés par la société, que ces résultats soient des bénéfices ou des pertes. Bénéfices et pertes sont donc les 2 faces opposées des résultats comptables tels qu'ils apparaissent à la clôture de chaque exercice. La réalisation d'un bénéfice ouvre le droit pour les associés à percevoir des parts de ce bénéfice, des parts appelées dividendes, et la réalisation de pertes, au contraire, oblige les associés à y contribuer. En pratique, comment s'interprète l'article 1844-1 ? Eh bien, en principe, la répartition des résultats est contractuelle, c'est-à-dire qu'elle est stipulée dans les statuts. C'est ce que j'exposerai d'abord dans une première partie. Ensuite, l'article nous dit que dans le silence des statuts, la répartition des résultats se fait proportionnellement à la participation de chaque associé dans le capital social et que l'apport en industrie ouvre droit à une part de dividende qui est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. C'est ce que j'exposerai ensuite dans une deuxième partie. Et enfin, la volonté des parties de répartir les résultats comme elles l'entendent est limitée par la prohibition des clauses léonines. C'est ce que j'exposerai enfin dans une troisième partie. D'abord, concernant la répartition statutaire des résultats, le principe de liberté contractuelle guide les parties au contrat de société. La répartition des résultats peut par exemple être tout à fait disproportionnée par rapport à la participation de chaque associé dans le capital. La répartition contractuelle est en revanche conseillée dans l'intérêt de l'apporteur en industrie afin qu'il ne soit pas gratifié d'un dividende d'un montant trop faible par rapport à la quantité de travail qu'il fournit. Voici un exemple de clause de répartition des résultats stipulée dans les statuts. La clause citée ici commence par définir ce que les associés entendent par bénéfice distribuable. Il s'agit non pas du bénéfice brut réalisé, mais du bénéfice duquel l'Assemblée générale des associés aura soustrait les pertes antérieures et les réserves à incorporer dans le capital, augmentées éventuellement du bénéfice réalisé l'an passé. La clause prévoit ensuite le sort des pertes. Elles seront imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à leur extinction.
La clause stipule en outre que dans les 5 premières années d'exercice de la société, il sera distribué 20% du bénéfice net, que ce bénéfice sera réparti pour une moitié en rémunération des actions de catégorie A selon les statuts et pour l'autre moitié en rémunération des autres actions. Enfin, la clause prévoit qu'à l'issue de la période de 5 ans, la répartition du bénéfice distribué se fera proportionnellement à la participation de chaque actionnaire dans le capital social. Et puis vous avez ici un exemple de clause d'apport en industrie dans lequel M. X, l'apporteur en industrie, a droit donc à une part dans les bénéfices de la société qui est évaluée à un certain pourcentage à préciser par les associés dans les statuts. Il supportera les pertes dans les mêmes proportions. Les associés sont donc libres de prévoir la répartition qu'ils souhaitent, notamment d'accorder des actions de priorité ou des actions de préférence, d'attribuer à un associé un bénéfice proportionnellement plus important que sa part dans le capital social, de faire dépendre l'attribution des bénéfices d'une condition de seuil, ou encore de prévoir que le boni de liquidation de la société sera partagé selon une clé de répartition inégalitaire. La jurisprudence judiciaire qui valide toutes ces clauses est suivie en ce sens par le Conseil d'État. La répartition des pertes, quant à elle, n'est évaluée qu'à la liquidation de la société. Il faut à cet égard distinguer contribution aux pertes, qui s'élève à concurrence de l'apport fait par chaque associé, et obligation aux dettes, qui impose à chaque associé d'une société à risque illimité de s'acquitter des dettes sociales en cas d'insolvabilité de la société. Si les associés décident d'une contribution inégalitaire des pertes, elle doit être prévue avant que les pertes ne soient constatées. Sinon, ils s'exposent à une requalification en donation indirecte. Enfin, sont tout à fait valables les clauses qui limitent les pertes à un certain montant ou qui instaurent un seuil en dessous duquel un associé ne contribue pas aux pertes dès lors que n'était pas prévue une exonération quasi totale des pertes. La répartition légale des résultats n'est donc qu'une règle supplétive de la volonté des associés. Elle est proportionnelle à la participation de chaque associé dans le capital et elle est donc proportionnelle aux apports faits par les associés. La répartition statutaire des résultats, si elle est tout à fait libre, elle est néanmoins limitée par la prohibition des clauses léonines. La prohibition des clauses léonines constitue en effet la limite à l'aménagement de la vocation au résultat. L'alinéa 2 de l'article 1844-1 du Code civil nous dit en effet que, toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société, ou celle qui l'exonère de la totalité des pertes, celle qui exclut un associé totalement du profit, ou encore celle qui met à sa charge la totalité des pertes, toutes ces stipulations sont réputées non écrites. Ce que nous dit d'abord l'alinéa 2, c'est qu'il est interdit d'exclure totalement un associé du partage des bénéfices. La prohibition donc de l'exclusion totale des bénéfices. Les clauses qui font en sorte que certains associés ne bénéficient que d'une fraction dérisoire des bénéfices sont ainsi assimilées par la jurisprudence à des clauses léonines. Par ailleurs, les clauses léonines sont interdites, même dans les conventions de croupiers, puisque les conventions de croupiers ne sont ni plus ni moins que des sociétés en participation, des SEP. Ainsi, l'associé cavalier ne doit en aucun cas être exonéré de toute contribution aux pertes. Toujours dans ce cadre-là, la jurisprudence apporte cependant certaines limites à l'interdiction des clauses de répartition léonine des dividendes. Ainsi, elle admet les clauses qui suspendent la répartition des bénéfices à la réalisation d'une condition dans la mesure où cette condition ne dépend pas de la seule volonté des autres associés. Par exemple, elle y cite la clause qui prévoit que les bénéfices ne seront répartis que s'ils atteignent un certain seuil. De même, la prohibition des clauses léonines ne fait pas obstacle à ce que les bénéfices distribuables d'un exercice clos soient répartis sous forme de dividendes
en tenant compte des renonciations exprimées par certains associés en assemblée générale. Ensuite, l'alinéa 2 prohibe l'exonération totale des pertes. Et en effet bien léonine la clause par laquelle l'un des associés se trouve garanti contre tout risque de perte. Par contre, la garantie par un tiers contre les pertes n'est pas une clause léonine puisque dans ce cas, la convention conclue par l'associé avec ce tiers est étrangère au contrat de société. Toujours dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cadre de la prohibition de l'exonération totale des pertes, on peut encore citer deux autres exemples. Premier exemple, le pacte d'associés par lequel un associé abandonne tous les bénéfices correspondant à sa part dans le capital social, moyennant le versement d'une redevance forfaitaire. Par cette clause, le bénéficiaire de la redevance est assuré de recevoir un profit, même si la société réalise des pertes. Ces pertes-là seraient alors à la charge des autres associés. En outre, l'article L 232-15 du Code de commerce interdit de stipuler un intérêt fixe ou un intérêt intercalaire au profit des associés. Une clause d'intérêt fixe, c'est une stipulation qui garantit à un associé le versement d'un intérêt rémunérant son apport même en l'absence de bénéfices distribuables. Et une clause d'intérêt intercalaire, c'est une clause d'intérêt fixe limitée à une durée déterminée. Et puis, il y a des limites à la limite. Par exemple, les clauses qui ne portent pas du tout atteinte au pacte social sont évidemment totalement licites. On peut donner en ce sens deux exemples. Le premier exemple concerne les clauses d'accroissement ou les clauses de tontine. Les spécialistes du droit des successions reconnaissent ici tout à fait aisément les clauses d'anticipation successorale par lesquelles les associés prévoient que chaque associé tontinier est propriétaire de ses parts ou de ses actions sous condition suspensive de sa survie et sous condition résolutoire de son prédécès. Ces clauses sont utilisées principalement dans les sociétés civiles immobilières, particulièrement lorsqu'il est question d'acquérir un immeuble en commun, mais ces clauses sont aussi utilisées dans certaines sociétés commerciales. Ainsi, si deux associés sont liés par un pacte tontinier, les dividendes, ainsi que le boni de liquidation, reviendront de droit à l'associé survivant. La tontine est donc, dans ce cadre, susceptible d'avoir pour effet d'attribuer la totalité du profit à cet associé. Mais la clause n'est pas léonine en raison de la persistance d'un aléa, dès lors qu'il est impossible de savoir ab initio lequel des associés décédera le premier. Le deuxième exemple concerne les promesses de rachat des parts sociales à prix plancher. Souvent, les catégories d'associés ou d'actionnaires qui concluent ce type de clause sont en fait des professionnels de l'investissement qui n'acceptent de souscrire à des augmentations de capital qu'en échange d'être assurés d'obtenir après un certain délai le rachat de leurs titres à un prix minimum garanti qui correspond en fait au montant qu'ils ont investi. La clause de prix fixe, qu'on appelle encore la clause de prix plancher, garantit ainsi le cédant contre une éventuelle dépréciation de ses droits sociaux. Autrement dit, si la valeur des droits sociaux a varié au jour de la cession ou de la rétrocession des titres, le cédant ne subit pas cette variation si elle est à son désavantage. La question peut alors se poser de savoir si un associé qui a l'assurance de pouvoir céder ses parts ou ses actions, moyennant un certain prix, ne se trouve pas par là même à l'abri de tout risque de perte, puisqu'il est assuré de pouvoir récupérer sa mise en levant l'option d'achat qui lui est consentie. En d'autres termes, faut-il considérer qu'il s'agit là d'une stipulation l'exonérant de la totalité des pertes au sens de l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil. Alors, sur la question, la jurisprudence, après avoir longtemps considéré ces clauses comme étant des clauses léonines, a effectué finalement un revirement de jurisprudence par son célèbre arrêt, l'arrêt dit Bowater. Donc, depuis cet arrêt, la Cour de cassation considère que l'associé qui cède ses titres se met certes à l'abri de tout risque de perte pouvant survenir ultérieurement,
Mais, d'après la Chambre commerciale, il n'y a là rien de plus normal puisqu'il perd la qualité d'associé. Pendant qu'il était associé, en effet, il contribuait de façon normale aux bénéfices et aux pertes. Enfin, dernier point, et je terminerai par là, reste le sort incertain de la garantie contre les pertes qui émane d'un co-associé. Là-dessus, jurisprudence et doctrine s'interrogent de longue date sur le point de savoir si un associé peut, sur son patrimoine propre, et non pas sur le patrimoine de la société, garantir un autre co-associé contre les pertes. Alors, au premier abord, cette garantie serait une pure figure de clause léonine, puisqu'elle a pour objet et pour effet d'épargner un associé du risque social, tout en faisant porter ce risque par un ou plusieurs autres associés. Alors, sur la question, la jurisprudence est encore floue, ce qui atteste par là même que la solution n'est toujours pas marquée du sceau de l'évidence. Un certain nombre d'arrêts ont appliqué la prohibition des clauses léonines, mais d'autres, à l'inverse, ont admis la validité de ces garanties. Voilà donc, chers collègues, chers étudiants, ce qu'il y avait à dire sur la rédaction et l'interprétation de la clause de répartition des résultats. Je vous remercie.